Voilà, nous en sommes maintenant à l'application qui définit l'interface graphique que nous voyons à l'écran qui apparaît à l'exécution de notre application. Et pour les cas précis, nous avons choisi de travailler. Donc notre application d'interface, elle est du type MVC. MVC veut dire Model View Control. Et pour ces cas-ci, notre application MVC, elle est générée dans Visual Studio. Et lorsque nous créons une application de ce genre avec Visual Studio, Visual Studio dispose d'un certain nombre de templates. Et lorsqu'on choisit que l'application soit générée comme une application de type MVC, eh bien, Visual Studio se charge de générer un certain nombre d'éléments, donc dont tout ce que nous voyons ici, tous ces dossiers, ils ont été générés par Visual Studio lui-même. Et il implémente lui-même par l'occasion le pattern dans lequel l'application sera écrite. Comme vous le voyez, nous avons les modèles, puisqu'il s'agit d'MVC, donc MVC c'est modèle, views et control. Qu'est-ce qu'on entend par modèle? Modèle, ça correspond aux classes. Ça représente des classes qui sont les pendants de nos domaines entities. Puisque dans ce cas-ci, nous allons travailler pour créer l'interface graphique et qui va interagir avec la base de données. Mais cela va se faire via le domaine entity, les entités que nous avons créées. Et pour cela, nous allons reproduire exactement les classes que nous allons créer ici, qui sont en fait des modèles. Ce sont des classes dont les propriétés donc sont similaires à celles que nous avons créées dans les domaines entity. Pour le cas ici, par exemple, nous avons une classe qui s'appelle créer et éditer opérateur. Pourquoi je l'appelle ainsi? Parce que bien sûr, ce sont des classes qui sont créées par rapport au scénario que nous avons. Voilà. Parce que nous allons avoir des scénarios, nous allons créer. Pour le cas précis, c'est create and edit operator. C'est-à-dire, cette classe, donc, elle est destinée à créer et à modifier l'opérateur. Et on le voit également, il y a également display operator. Display operator ne va servir qu'à afficher l'opérateur. Donc, ce sont des classes qui ressemblent, qui contiennent les mêmes propriétés, mais qui sont utilisées pour des scénarios précis. Pour display, c'est uniquement afficher l'opérateur. Et pour create and edit, c'est il va créer et éditer l'opérateur. En fait, ce sont des classes qui vont nous servir dans les opérations que nous allons faire sur opérateur, créer, modifier et supprimer un enregistrement. Mais maintenant, cela peut paraître beaucoup, parce que pour un même cas, voilà que nous créons deux classes pour effectuer ces opérations. Et au moment d'effectuer ces opérations, il faudra à la fois, dans les propriétés qui sont dans ces classes, elles vont pouvoir échanger des informations. Et les codes risquent d'être, puisque nous avons à peu près 9 ou 10 propriétés pour chaque classe ici, ça risque de faire beaucoup. Et c'est pour cela que nous allons recourir à un concept très intéressant. Nous allons utiliser Automapper. Pourquoi Automapper? Automapper va nous aider à transférer les données dont il va faire ce travail à notre place. Donc, les contenus des propriétés pour les classes, ce qui va venir des domaines entity par exemple, supposons dans le cas où nous avons déjà un opérateur qui est créé et qu'on veut l'afficher par exemple, eh ben, nous allons effectuer via repository, nous allons lancer la méthode via les contrôleurs qui va aller chercher les informations qui se trouvent dans la base de données et il va les chercher et il va les transmettre à display operator, la classe display operator. Et comment cela se fait? J'ai ici un exemple, c'est juste pour l'illustration. On aurait par exemple, ceci serait comme la classe de départ et celle-là la classe d'arrivée. Et concrètement, comment cela se passe? Eh bien, les contenus de chaque propriété, vous voyez, les contenus par exemple pour ce qui concerne les noms, le salaire, l'adresse ou le département, eh bien, les noms, les contenus de la propriété nom est transféré de cette manière. Vous voyez, donc les noms de la classe employé
les contenus de la propriété nom dans la classe employé est transféré à la propriété name de l'autre classe et cela est fait ainsi. Donc c'est une manière, Automapper va le faire pour nous automatiquement. On peut écrire cela, on peut écrire les codes nous-mêmes, hein, c'est-à-dire on peut écrire les codes nous-mêmes. On crée une instance d'une classe et puis on prend les données qui sont, on commence à les faire. Ce serait faire beaucoup. L'avantage d'Automapper, c'est qu'il va les faire à notre place et il va les faire automatiquement. Ça nous permet d'alléger les travaux, ça nous permet d'aller vite. Et je vais montrer concrètement comment cela se passe. Parce qu'Automapper lui-même, c'est un module qui est à part. Donc, nous l'avons ajouté dans les références par rapport à notre application. Nous allons voir concrètement comment nous l'avons fait. Voilà, Automapper est là. Nous l'avons téléchargé avec NuGet et pour l'installer dans notre application. Et il va nous aider à pouvoir faire ces opérations-là. Mais comment est-ce que cela se fait concrètement? Nous allons voir ici dans AppStart. AppStart, Automapper a une manière à lui de fonctionner. C'est-à-dire que nous allons déclarer un certain nombre de méthodes et il exige que nous créions un certain nombre de profils. Il appelle ça profil. Les profils, pourquoi? Parce que nous allons déclarer ces opérations, hein, des transferts des propriétés d'une classe à une autre et on ne peut le faire qu'une seule fois au moment où l'application est lancée. C'est pourquoi vous voyez cette classe, nous l'avons créée dans AppStart. AppStart, c'est en fait ici que toutes les fonctions qui doivent s'exécuter au moment où l'opération est lancée sont créées, sont placées et toutes ces classes s'exécutent en fait au moment où l'application démarre. C'est pourquoi les mécanismes que nous avons prévus pour pouvoir faire ces transferts, nous les plaçons aussi également au début, hein, au moment où l'application s'exécute. Vous le voyez, et ici, j'ai réparti cela par rapport aux entités. Vous le voyez ici, nous avons pour opérateur, nous avons pour email adresse, nous avons pour les numéros de téléphone et ici pour les opérations de order picking. Concentrons-nous d'abord sur opérateur. Vous le voyez, il y a cette commande qu'on fait qui indique qui lie opérateur à display opérateur, comme je l'ai dit. Parce que display opérateur, c'est une classe qu'on crée juste pour afficher les contenus. Donc, je vais créer un mapping entre les deux pour spécifier que cela va arriver. Et dans le cas des display opérateur, je ne définis pas de conditions. Puisque je pense que toutes les propriétés qui sont dans opérateur peuvent être transférées dans display et cela ne pose aucun problème. Mais pour ce deuxième cas ici, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on crée ou on édite un opérateur, puisque l'opération s'est faite dans l'application MVC, l'interface, et qu'après, les contenus qui seront dans la classe, on va les transférer aux classes des entités, vous voyez. Comme vous le voyez, opérateur, lui, appartient aux entités. Et create and edit operator font partie des modèles. Vous le voyez clairement. Donc, operator, c'est entity et display operator, ça fait partie des MVC. Donc, ce sont des modèles, des classes qui font partie des modèles qui nous servent à gérer plutôt l'aspect interface et qui n'ont rien à voir avec les entités. Mais les deux, les entités et ce qui affiche, les classes qu'on utilise dans MVC vont être en interaction. Et c'est Automapper qui va nous aider à faire cela. Vous voyez par exemple pour les cas de create and edit operator, j'ai dit par exemple qu'il ignore, parce que je peux définir pour un certain nombre de propriétés, j'ai dit que je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin, elles ne vont pas être impliquées dans cette opération. Eh bien, j'ai défini
un certain nombre de commandes. Je dis par exemple pour la propriété, celle qui concerne le tracking, les tracking, elles seront ignorées. Elles seront ignorées parce qu'elles seront automatiquement générées par elles seront automatiquement générées dans les entités. Donc je les ignore ici. C'est pourquoi je précise cela. Voilà un peu cet aspect qui est important, qui concerne les classes que nous allons implémenter qui vont nous aider à exécuter les opérations au niveau de l'application qui gère l'interface, c'est-à-dire MVC. À côté des modèles, nous avons après les modèles, nous avons ce que nous appelons les views. Les views, en fait, c'est l'interface qui va apparaître à l'écran. Attendez, on va le modèle. Et là, nous avons les views. Et vous voyez, donc, j'ai réparti cela de la même manière que nous avons pour les classes. Donc, nous avons ici les views qui ne concernent que opérateurs. Donc, nous avons les views, c'est-à-dire la page qui va s'afficher pour en fait ce qui va s'afficher à l'écran pour que nous exécutions l'opération de la création d'un nouvel opérateur. Voilà, c'est à peu près ceci qui s'exécute. Ça, c'est du code qui est propre à MVC. MVC utilise un langage qu'on appelle Razor. Razor, c'est-à-dire c'est un ensemble de codes qui s'exécutent sur MVC et lorsque c'est compilé, c'est envoyé vers le navigateur, ça ne devient que du HTML. Et ces codes-là, en fait, qu'on va écrire, on met toujours arrobase pour spécifier au compilateur que voilà, les codes qui viennent après, c'est un code qui est Razor. Donc, c'est un code qui sera exécuté du côté serveur, qui est compilé et lorsque cela arrive dans les navigateurs, ça ne sera que du HTML qu'on va voir. Donc voilà, c'est ceci. C'est ces codes-là. Nous avons des diffs et nous avons ce qu'on peut appeler des zones texte dans lesquelles nous allons saisir. C'est vrai que à la différence par exemple de WebFrom, il aurait été très facile de voir exactement en mode design ce que ça donne, une zone texte, un bouton texte. Mais ici c'est différent parce que ce n'est que du code et l'interface graphique, en fait, cette interface n'est visible qu'à l'exécution. Il n'est visible qu'à l'exécution. Ce que nous avons ici, modèle, en fait, ce sont des propriétés que vous voyez, ce sont des propriétés qui se réfèrent à cette classe-là. Puisque nous sommes dans une page qui va créer un opérateur, au début, nous allons invoquer cette méthode-là. Donc, nous allons invoquer cette classe-là. Vous voyez, on met toujours arrobase, modèle, pour vous dire que voilà, nous appelons, ça c'est le chemin qui indique, c'est le namespace. Le namespace, c'est comme un conteneur logique. C'est un conteneur logique qui contient un certain nombre de méthodes là-dedans. Donc, toutes les méthodes, voilà, namespace. Le namespace commence à partir, ça veut dire que c'est à peu près les chemins qu'il y a qui indiquent toutes les méthodes et les classes et les méthodes, tout ce qui est enfermé. Attendez, on va retourner à... On va aller dans contrôleur. Parce que la logique, c'est bien celle-là. Vous voyez, on va voir... Voilà, opérateur contrôleur. Parce que nous sommes dans un type de design qui dit MVC. Il y a les modèles. Donc, on a présenté les modèles. Pour les cas d'opérateurs, nous allons créer des types de classes. Une classe qui affiche les contenus des enregistrements, ce qu'on appelle... Cette classe s'appelle DisplayOperator et nous avons aussi une classe qui va créer et modifier les enregistrements. Elle s'appelle CreateAndEditOperator. Et pour que tout cela interagisse avec nos entités, nous utilisons Automapper. Comme je vous l'ai présenté, Automapper va faire ce travail à notre place et
nous n'avons pas à écrire les codes comme je les montre ici, nous n'avons pas à écrire les codes pour faire ces opérations des correspondances. Donc les correspondances entre les propriétés des différentes classes, lorsqu'on veut faire cette correspondance-là, on ne l'écrit pas. On n'écrit pas des codes parce que AutoMapper va les faire à notre place. AutoMapper va les faire à notre place et lui, il va faire cela. Et comment est-ce que cela fonctionne? Je dis AutoMapper, nous allons définir des profils. Parce qu'AutoMapper lui-même fonctionne avec un système de profils. Vous définissez un certain nombre de profils. Et ces profils-là, je vais les ajouter. Je les ai créés dans un emplacement où l'application s'exécute pour la première fois. Puisque ces profils, comme je l'ai dit, on ne doit les déclarer qu'une et une seule fois. Au moment où l'opération, au moment où l'application est lancée. Et on va voir... Attendez, on va voir dans Global... Voilà, Global Ajax. En fait, ici également, on peut définir un certain nombre. Vous le voyez, il y a un certain nombre de méthodes qui sont dites ici. Toutes ces opérations s'effectuent au moment où, vous voyez, c'est Void Application Start. Tout ceci s'exécute au moment où l'application est lancée. Et pour ce qui concerne, par exemple... Voilà. Pour ce qui concerne AutoMapper, lorsque nous l'avons créé, et comme je l'ai dit, il n'est exécuté qu'une seule fois au début de l'application. Et nous devons définir la configuration. Et cette configuration, vous le voyez ici, dans cette classe, j'ai défini une seule fois la configuration de AutoMapper et j'ajoute ces profils. Les profils, je ne l'ajoute qu'une seule fois. Mais ici, comme vous le voyez, il y a aussi un certain nombre de codes qui sont ajoutés ici. Cela est en rapport avec un autre aspect très important de notre application, c'est celui de la dépendance injection, ce qu'on appelle Dependency Injection. Pourquoi Dependency Injection? C'est parce que Dependency Injection, c'est une technique aussi qui nous permet d'injecter dès le départ, au moment où l'application est lancée, je parle des contrôleurs ici, lorsque les constructeurs de la classe, c'est-à-dire la valeur par défaut d'une classe est lancée, nous pouvons injecter un certain nombre. Les classes, c'est un mécanisme qui permet aux classes d'échanger des informations entre elles et qui permet de les faire, parce que si nous devons les faire nous-mêmes en écrivant des codes, il y a un risque que les codes sera très fastidieux à écrire et cela nous posera un certain nombre de difficultés. Et pour les cas précis ici, j'ai utilisé attendez, on va voir dans les déclarations ici ce que j'ai pu installer. J'ai utilisé AutoFac. Voilà, AutoFac. AutoFac, c'est aussi un élément, un module qui permet de gérer les dépendances entre les classes. Parce que vous voyez, nous avons plusieurs classes. Les dépendances sont tellement... surtout que nous sommes dans un VC. Si nous devons écrire nous-mêmes les codes, cela nous demandera de faire un travail énorme. Mais grâce à AutoFac en fait va faire ce travail à notre place. Mais pour cela, il y a un certain nombre de principes... un certain nombre de règles à respecter et c'est pour ça que vous le voyez, AutoFac demande d'enregistrer un certain nombre de toutes les classes pour lesquelles nous voulons que l'injection se fasse. Nous devons les enregistrer avec leur interface.
Hein. Quand je parle d'interface, ce sont des classes abstraites, hein, donc ce sont des classes de type abstract. Donc comme vous le voyez par exemple ici, nous utilisons repository, donc je dois enregistrer ces classes et j'enregistre notre operator repository comme operator repository. J'utilise également UnitiFrog, hein, factory, et je l'enregistre comme UnitiFrog factory. Et même automap que nous utilisons, je l'enregistre également. Pourquoi? Parce que au moment où je vais lancer l'application, pour ce qui concerne Operator Controller, Operator Controller, vous le voyez, puisque un peu plus loin nous allons effectuer des opérations de mapping comme je l'ai dit, parce que nous avons les classes qui ne vont faire que des displays, hein, et d'autres qui vont créer et modifier les enregistrements, et les contenus de ces classes là peuvent être transférés dans les domaines entities, et ce sont les domaines entities qui vont communiquer avec les bases de données. Parce que nos classes qui sont ici, les classes qui sont définies dans les modèles ici, elles ne communiquent pas du tout avec la base de données. Elles n'ont aucune relation avec l'entity framework. Donc elles passent par les entities, hein. Voilà, ces graphiques nous présentent concrètement comment la relation est définie entre le repository, l'entity framework et la base de données comme nous l'avons défini dans notre application. Et comme je l'ai dit, pour MVC, nous avons par exemple ici les contrôleurs, c'est-à-dire ce sont les méthodes, hein, les méthodes en fait qui vont exécuter les opérations d'affichage. Ici c'est l'affichage. Lorsqu'on voit action result index, c'est-à-dire afficher un contenu. Un action result insert, c'est créer un enregistrement. Ici c'est la modification. Et là c'est supprimer. Et là c'est du côté MVC. Hein. Ce sont les méthodes qui font les opérations du côté MVC. Mais maintenant, au niveau des repositories, voilà, donc il y a sélectionner tout, sélectionner par ID, ajouter, modifier et supprimer. Et cela est en relation avec Entity Framework, avec les entités. Hein. Vous le voyez, et c'est comme je l'ai dit, les classes qu'on a créées ici, par exemple, parce que je ne l'ai pas mis ici dans l'illustration, hein, parce qu'on a les modèles, puisqu'ici on a que les contrôleurs. Les modèles à eux, eux, ne vont communiquer qu'avec les entités que à travers Automapper. Automapper va transférer les contenus des modèles dans les entities. Et ce sont les entités qui communiquent avec les entités qui vont communiquer avec Entity Framework, qui vont faire ce travail-là. Si nous revenons à notre première, on le voit ici, hein, c'est la classe Operator Controller qui hérite des contrôleurs. Controller, c'est une classe système, donc c'est une classe système web MVC, et elle gère les méthodes sur les opérations qui vont s'effectuer dans notre table. Et comme nous sommes ici dans, vous le voyez, c'est Operator Controller, ça veut dire ici nous avons des opérations en rapport avec l'opérateur, c'est-à-dire la création de la fiche signalétique. Ici on va créer les informations par rapport à lui, on va créer un enregistrement, modifier, supprimer et modifier, supprimer, voilà. Et la classe, elle est déclarée ici, vous voyez. Et dans les contrôleurs de la classe, nous faisons de la dépendance injection, c'est-à-dire injection, nous allons injecter ceci. Ce sont aussi des classes, hein, vous le voyez. Hein, interface, là également interface, et ça c'est Automapper. Nous allons injecter tout cela dans les constructeurs de cette classe, c'est-à-dire c'est la classe par défaut, l'instance par défaut, nous injections cela, et ce sont les données par défaut que la classe aura au moment où l'application est lancée. Et dans les cas de
pour l'affichage par exemple, hein, l'affichage, les premiers affichages qu'on a à l'écran, donc c'est Action Result Index. Et lorsque j'ai montré l'application en elle-même, nous avons vu que sur la première page, nous ne pouvons afficher que... nous avons vu que sur la première page, nous pouvons afficher que 10 enregistrements, comme on le voit ici. Donc nous pouvons afficher que 10 enregistrements. Et nous avons aussi l'option pagination que nous avons mis en place. Eh bien, tout cela est défini ici. La première fonction qui nous permet de faire l'affichage, elle a des paramètres. Elle a des paramètres sur les pages, hein, sur la pagination et sur les filtrages. Hein, comment est-ce qu'on va filtrer? Est-ce un filtrage ascendant ou descendant? Hein, on peut trier par ID. Et nous avons également ajouté, j'ai ajouté également un paramètre par rapport à la recherche. C'est-à-dire, on peut chercher, comme nous l'avons vu, nous avons ici une zone texte pour faire la recherche. Et cette recherche, elle peut se faire sur les noms ou les prénoms. Quand bien ici nous affichons les noms complets, eh ben, je peux chercher sur les noms et sur les prénoms. Il m'affichera et il va m'afficher le résultat. Ici, vous le voyez, hein, nous avons une variable de type entier qui, elle, ne va prendre en compte que les nombres total des enregistrements qu'on a dans cette requête. Puisque par défaut, lorsque cela est lancé, dans les constructeurs ici, c'est-à-dire celui qui contient les valeurs par défaut, nous pouvons lancer notre première requête, vous le voyez, operator repository, find all, count, c'est-à-dire il va me compter seulement le nombre total d'enregistrements. Il me compte le nombre total d'enregistrements qu'il y a dans la requête. Et il m'affiche le nombre d'enregistrements ici. Ça, c'est une option que je prévois par rapport à la recherche. Ici, notre classe, nous allons créer une variable de type operator, hein, et nous définissons cet attribut pour dire que on peut lancer des requêtes, on peut effectuer des requêtes par rapport à cet objet qu'on a déclaré. Donc, en fait, qui m'affiche tous les opérateurs. Et puis, je vais effectuer ma requête maintenant, hein, où j'ai dit, trouve-moi tous les opérateurs qui ont les prénoms qui contiennent la valeur de search, ou bien les noms se trouvent aussi dans search. Order by, ordonné par. Order by, c'est une fonction de type chaîne de caractères qui est définie ici. Il cherche par défaut sur full name. Full name. Et puis, il va nous retourner une chaîne de caractères où il va placer le prénom et puis les noms, et en faisant une recherche par rapport à la direction qu'on va choisir, parce que nous pouvons faire, en cliquant sur la grille en fait, hein, qui va s'afficher au lancement de l'application, comme on le voit ici. Voilà, nous pouvons cliquer là et il va inverser la recherche. Donc, il va faire un filtrage. Hein, il va faire un filtrage ascendant ou descendant. Hein, voilà un peu ce qui se passe ici. Donc ça, c'est notre requête. Et lorsque cela est fini, voilà, nous en arrivons à une étape intéressante, parce que les informations qu'on a là, elles viennent des entités. Comme vous le voyez, ce repository, ça vient des entités. Ce sont les entités qui vont puiser dans la base de données et qui les amènent ici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Nous allons prendre ces informations qui se trouvent dans les entités et nous allons les envoyer dans les modèles. Puisqu'à l'affichage, ce qui apparaît à l'écran, ça vient des classes qui ne sont pas du domaine. Ce sont des classes qu'on crée juste, qui sont dans les modèles pour pouvoir afficher. Et c'est ici que Automapper entre en action. Les contenus qu'on a ici, All Operator, hein, et nous avons fait notre recherche, voilà, et tout ce qui s'ensuit, tout ceci vient de la base de données, c'est Entity Framework. À partir d'ici, Automapper entre en action. Qu'est-ce que j'ai fait? Je déclare une variable de type data et j'ai dit Automapper map moi. Il va me mapper liste,
C'est-à-dire ma classe du type, voilà, c'est modèle, hein, classe, logistique, voilà, tout ça c'est les chemins et les conteneurs logiques. Display operator, donc il va me créer une liste. Pourquoi il me crée une liste? Parce que ce que je vois, c'est que l'on va avoir comme résultat dans all operator, évidemment c'est aussi une liste, hein, parce que c'est un ensemble d'informations, il y en a beaucoup. Donc nous avons une liste qui vient de nos entités, et nous allons créer aussi une liste que nous déclarons liste, et nous demandons à Automapper de prendre les contenus de la liste qui vient de nos entités, de les copier dans la liste qui est des modèles. Et lui, il va les faire pour nous, juste par cette instruction. Donc, IMapper map, donc il prend ce qu'il y a là-dedans, hein, il les copie dans cette liste que nous déclarons ici. Voilà, ça c'est ce que Automapper va faire. Et quand il les fait, c'est qu'on tout ce qui est fait, tout ce qui est copié là, toute cette opération, en fait, va dans cette variable du type data. Et à côté, nous avons aussi notre... il y a une autre classe qu'on a créée pour effectuer les opérations de pagination. Hein, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons notre grille ici, donc où nous ne pouvons avoir que 10 enregistrements par page. Et lorsque cela dépasse 10, ça va sur la page suivante. Et pour cela, il y a cette classe. Hein, nous allons parcourir la voie... Allez la voir et c'est qu'elle dit voilà. Cette classe, elle a pour attribut une classe, hein, voilà, modèle T, where T classe, c'est-à-dire elle fonctionne comme un attribut d'une classe à laquelle elle est appliquée. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette classe? On va retrouver, nous déclarons IEnumérable, c'est-à-dire une interface qui déclare une opération d'itération, hein, sur cette classe, et du type data, et nous déclarons un certain nombre de variables comme la pagination, hein, page size, nombre de pages et les nombres total de lignes. Les nombres total des lignes qui sont... ce sont les nombres total d'enregistrements en fait, hein, qui vont venir dans la première enregistrement. Donc, non, ce sont des nombres total d'enregistrements qui vont venir dans la première opération, dans la première requête qui est lancée lorsque la page est chargée. Voilà. C'est ça le nombre total d'enregistrement. Et lorsque nous déclarons cette variable de type modèle et elle crée une nouvelle instance de page modèle, et puis il prend comme classe display operator, parce que display operator correspond, c'est la même chose, hein, il correspond à ce qu'il y a là, hein, display operator, et il va m'afficher qu'est-ce qu'il prend comme paramètre, puisque c'est la classe, hein, que nous avons vue là. Elle prend comme paramètre les nombres, voilà, liste, hein, IEnumérable, du type display data, les nombres de pages, la taille de page et les nombres d'enregistrement total. Et lorsque tout ceci est fini, et il va m'envoyer tout ça, ces contenus ici. Bon, ça c'est la manière de MVC de fonctionner, hein. Lorsqu'on déclare une classe de type ActionResult, hein, ActionResult finit toujours avec ReturnView. ReturnView, et dans les views, c'est tout ce qu'on crée pour afficher, hein, je peux dire toute la quincaillerie qu'on a là pour afficher les contenus. Et modèles, ce sont les données qui viennent de la base des données, qui vont se marier avec la quincaillerie pour nous afficher tout ce qu'on a à l'écran. Voilà. Donc c'est tous ces mécanismes-là qui s'est fait lorsque nous arrivons sur la première page et on voit l'application affichée. Je vais lancer, comme ça on va voir concrètement comment cela se passe. Voilà en fait la page, hein, comme je l'ai dit, c'est la page lorsqu'on lance l'application et qu'on clique sur logistique, on a cette première grille qui s'affiche et elle contient un certain nombre d'opérations. Eh ben, d'où vient tout ceci? Tout ceci vient d'ici, voilà,
hein, comme je l'ai expliqué, tout ceci vient d'ici. C'est voilà, c'est ceci qui s'exécute. Donc nous avons index. On va montrer ça à l'exécution. Nous avons ici, c'est le nombre d'enregistrements. Et ça, c'est la requête qui s'exécute pour afficher tous les opérateurs. Et lorsque cela s'est fait, nous faisons du mapping ici. Hein, AutoMapper rentre en action. Il va copier tout ce qui se trouve dans all operator. C'est-à-dire cette liste, il va la dupliquer dans liste display operator. Et tout ceci va aller dans data. Et data va être... en fait... il y a cette classe qu'on appelle page modèle. Il y a cette classe qui va être lancée et qui prend comme paramètre un certain nombre d'informations. Et ces informations sont en rapport avec le, vous voyez, le nombre de pages. Page sage, nous avons 10 enregistrements. Hein, 10 enregistrements. Le nombre de pages, nous en avons une seule. Le nombre total d'enregistrements. Et lorsqu'on va ici, vous voyez, on peut faire ces filtrages. Hein. On peut le faire en ascendant, descendant. On peut le faire sur les noms. On peut le faire sur le ID de chaque enregistrement. On peut le faire également sur la date de naissance. Vous le voyez. Voilà. Et tout ceci est possible parce que ces opérations ici, par exemple, ici, ça c'est un... Je peux considérer ça comme un paramètre, mais c'est aussi... c'est une méthode qui va générer une chaîne de caractères qu'on emploie ici. Hein, voilà, qu'on emploie ici pour faire ces filtrages. Donc en mode ascendant ou descendant et puis en créant, en générant... la pagination. Voilà un peu ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici au moment où l'application est lancée. Donc ici, au niveau du constructeur, nous faisons la dépendance injection hein, avec AutoMapper. Hein, AutoMapper fait la dépendance injection. UnityFrog Operator Repository et IMapper, voilà les trois paramètres que nous avons par défaut pour notre classe Operator Controller. Parce que c'est au niveau des opérateurs qu'il y a les méthodes, hein, ces méthodes-là qui nous permettent, ce sont des méthodes qui nous permettent d'effectuer toutes les opérations ici. Par exemple, si je me dis je vais créer un nouvel opérateur, en fait, tout s'est fait au niveau des Operator Controller, comme je l'ai montré. Hein, je peux... On va créer un nouvel opérateur. Jacques Longo. Date de naissance. Ici, comme je l'ai dit avant, donc j'utilise un date time picker. On met 17 janvier 1973. Create. Voilà. Vous le voyez ici. Bon, ça, je n'en avais pas encore parlé. C'est la validation input. Hein, validation input. Ça me permet de contrôler ce que je mets en entrée. Donc, c'est un aspect aussi qu'on a prévu dans les codes. Je n'en ai peut-être pas parlé, mais vous le voyez. Si je n'ai pas, si le prénom, la zone texte n'a pas le prénom qui est écrit, en fait, il va me demander de pouvoir remplir cette zone texte. Donc, je suis obligé de le faire, sinon, il ne va pas avancer. Donc, ça, c'est un aspect validation input. Et pour ça, dans mes entités, je pense que... attendez, on va... Je pourrais revenir, je vais revenir tout à l'heure, que je finisse d'abord de parler de ceci. Dans mes entités, nous avons prévu, bon, j'ai prévu une possibilité, j'ai prévu une fonctionnalité pour pouvoir vérifier les entités, et c'est ce qu'on appelle la validation. La validation est très importante
pour nous permettre d'avoir un type de données qui est normalisé, qui correspond à une certaine structure normalisée. En fait, cela nous permettra plus tard, lorsqu'on veut faire une recherche, par exemple, d'avoir un ensemble de données homogènes. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine homogénéité, voilà. Donc, c'est pourquoi, par exemple, ici, je ne peux pas mettre des données du type, voilà, si je mets ça, par exemple, voilà, il va me dire que ceci n'est pas valide comme date de naissance. Donc, ça me permet d'avoir une certaine homogénéité. Ici, je ne peux mettre dans la zone date de naissance, je ne peux mettre que des données qui correspondent en genre, voilà, qui correspond au jour, au mois et à l'année, vous voyez. Donc, quand je mets ceci, le problème ne se pose plus. Mais ici, par exemple, comme je n'ai rien rempli, eh ben, il me demande de mettre, voilà, on va mettre le nom et vous le voyez, bon, ici, il faut que je choisisse le type de contrat qu'il a. Si je ne le fais pas, bon, il refuse aussi. Donc, je vais mettre flex. Et dès que ceci est fait, voilà, l'enregistrement est créé. Et nous allons le retrouver à la deuxième page, voilà. Jacques Longo, voilà, il est créé aujourd'hui 13 janvier 2000. Pas aujourd'hui, mais date de naissance, hein, comme je l'ai dit. Ce n'est pas la date d'aujourd'hui, c'est la date de naissance. Il est né le 13 janvier 2021. Est-ce qu'on peut modifier? Oui, on va modifier. Voilà, il est là. Je me dis, la date de naissance, c'est pas ce que je veux. Je veux aller peut-être plus loin. Je mets 1900. Voilà, je mets 23 janvier 1962. Voilà, je s'ouvre, je modifie. Voilà, 23 janvier 1962. C'est modifié. Où est-ce que tout cela se passe? Eh bien, ça se passe ici. Ici, et nous avons... Ici, c'est pour afficher la grille elle-même. Là, c'est les détails. Les détails, c'est... lorsque je clique, par exemple, ici, Jacques Longo, voilà. Voilà. Jacques Longo, ceci vient de là. Donc, c'est cette méthode-là, détail, hein, comme c'est dans MVC, hein, pour une classe de type qui va faire ceci, les classes sont toujours, elles commencent toujours par cette dénomination action result, détails. Pourquoi? Parce que quand on lance l'application, MVC lui-même, avec son moteur, va reconnaître que ce genre de classe est destiné à tel type d'opération. Détail, puis nous faisons également du mapping. Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'une liste. Hein, nous allons chercher un opérateur par ID. Hein, vous voyez, nous cherchons par ID. Hein, toujours notre repository, find by. Chaque enregistrement a un ID. Nous cherchons par ID. Et lorsque nous trouvons l'opérateur, qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons un certain nombre de tests. Hein. Dans les cas où l'opérateur est nul, eh ben, il va nous faire, il va nous envoyer un message d'erreur, hein, return HTTP not found. Donc c'est le message qui apparaîtra à l'écran. Au cas où ce n'est pas nul et qu'il y a un enregistrement là-dedans, hein, comme dans notre cas, eh ben, il va faire du mapping également. Il va faire du mapping toujours parce que l'enregistrement qu'on va chercher, elle se trouve dans les domaines entities. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce qui vient du domaine mappings, du domaine entities, on va les copier dans notre classe display. Donc c'est une classe dont les propriétés correspondent à celles des opérateurs. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les contenus des propriétés des opérateurs, on les copie dans le display. Et tout ceci est envoyé dans cette variable type data. Et voilà, et on va faire return view. Hein, la view, c'est la view. C'était une view qu'on a créée spécialement pour afficher du contenu. Ce n'est pas une grille, c'est juste pour afficher un seul enregistrement. Et on va lui affecter les informations qu'on a ici en l'occurrence. Ce sont les informations qui vont concerner un seul individu. Puisque nous avons fait une recherche ici par ID. Donc lorsqu'on fait une recherche par ID, c'est parce qu'on cherche un enregistrement unique. Hein, unique. Et voilà, on le voit là. Donc voilà les détails. Hein. Et
les informations, par exemple ici, c'est sur le tracking, hein, ça montre quel jour l'enregistrement a été créé. Si vous le voyez ici, dans notre grille ici, je n'ai pas choisi de les afficher pour ne pas encombrer. Mais elles existent bien. Hein, elles existent bien parce que si je vais, quand je vais dans les détails, eh ben, je vois bien que voilà, ça a été créé aujourd'hui. Hein. Hein, ça a été créé aujourd'hui et modifié aujourd'hui. On va voir par exemple pour les enregistrements que j'ai créés il y a longtemps, qu'est-ce qu'il me dit par rapport à si j'effectue une modification, comment est-ce qu'il va en prendre en compte c'est là, vous voyez. Par exemple, voilà, cet enregistrement sur moi, hein, sur moi-même, voilà, elle a été créée le 21 et elle a été, la dernière modification a été faite le 27 décembre. Et si j'ai fait encore une modification aujourd'hui, vous allez voir, je fais une modification aujourd'hui, je change par exemple par rapport au type de contrat, je change. Et quand je vais aller dans les détails, voilà, vous le voyez, j'ai changé les types de contrats. Hein, et il nous dit la dernière date de modification, c'est le 23 janvier 2021. Vous voyez, la date où l'enregistrement a été créé pour la première fois, c'était le 21 décembre 2020. Ça, c'est l'aspect e-tracking. Hein, c'est cette interface qui est héritée par notre classe operator qui effectue ces opérations. Donc c'est un aspect intéressant qui permet aussi de voir, voilà, c'est une espèce de suivi, hein, voir quand est-ce que l'opération s'est effectuée. Bon, c'est juste à titre illustratif, à titre d'information, mais ça peut s'avérer aussi important. Mais je n'ai pas choisi de mettre ça dans la grille de départ puisque nous avons un certain nombre d'actions qui s'effectuent à partir d'ici et pour lesquelles ID tracking, bon, l'afficher pour le moment, je n'en vois pas la nécessité. Bon, en fait, ça dépend de tout un chacun. C'est lui qui pense que c'est important, bon, il a la liberté de pouvoir les afficher. Mais c'est un aspect important hein, que j'ai pensé ajouter et qui nous aide à comprendre un peu toutes les possibilités qu'on a par rapport à mettre en place hein, les modules dans notre application. Voilà. Et ici, c'est pour créer un enregistrement. Hein, vous voyez comme je l'ai fait, c'est pour créer un enregistrement. Et ici, c'est par rapport à notre modèle. Hein, les modèles, c'est... vous voyez, ces classes, ouais, elles sont des modèles. Et nous effectuons un certain nombre de tests avant de créer l'enregistrement. Si nous vérifions si le modèle lui-même est valide. S'il est valide, un nouvel opérateur est créé. L'opérateur est créé. Vous voyez, ici, on crée un nouvel opérateur. Hein. Hein, ce n'est pas... on crée un nouvel opérateur. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire les mappings. Donc, nous allons prendre ce qui se trouve les paramètres, hein, les valeurs qui sont dans Create... and Edit Operator. Donc en fait c'est la classe. Lorsque je vais les montrer ici, lorsque nous créons un nouvel opérateur, les informations que nous encodons ici, eh ben, elles vont d'abord dans Create and Edit Operator. Ensuite seulement avec Automapper va les copier dans, c'est-à-dire Operator, la classe entité. Hein, les entités, elle va les copier dans mes entités parce que ici, j'ai créé aussi une nouvelle instance de mes entités et je prends les contenus qui se trouvent. Ça, c'est les contenus qui se trouvent au niveau de l'interface hein, que je copie, que j'encode. Eh ben, il est copié dans mes entités et regardez maintenant ce qu'on fait ici. Des opérateurs repost. Donc, les informations, lorsqu'elles sont copiées dans la classe qui représente mes entités, après seulement, voilà, c'est si la méthode ici s'exécute et c'est une opération d'ajout qui se fait dans la base de données. Entity Framework va prendre cela en charge pour pouvoir enregistrer ça dans la base de données. Et ici, c'est un mécanisme de redirection. Donc, lorsque la création de l'enregistrement est réussie, on ne va pas rester sur la grille. Hein, on ne reste pas sur la grille, on est redirigé. On est redirigé
euh, on est redirigé vers... On ne reste pas sur les formulaires des créations de l'enregistrement, on est redirigé vers la grille qui va nous confirmer effectivement que les nouveaux enregistrements que nous avons ajoutés le nouvel enregistrement que nous avons créé a été ajouté à la grille. Donc voilà un peu les opérations telles qu'elles se déroulent ici. Et après la création, nous avons la modification. La modification, elle est là. La modification, elle est là. Et c'est toujours la même chose. Donc, il va me chercher. Je lance la même méthode parce que c'est une méthode qui prend en charge à la fois la création et la modification d'un opérateur. Et ici, je vais créer une instance par rapport à nos entités. Et je vais chercher, puisque l'enregistrement se trouve dans la base de données, je vais le chercher. Donc, il va me chercher par rapport à la ID. Et Automapper va également faire le travail à la fin. Et lorsque la modification est effectuée, vous voyez, la modification est effectuée et on est redirigé vers la page index. On est redirigé vers la page index. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, si je modifie celui-ci, je l'édite et que je modifie, par exemple, je modifie là, eh ben, on est toujours redirigé vers la page. Voilà, donc, c'est cette instruction-là qui nous redirige vers la page index. Parce que je vais les montrer ici, MVC. Voilà. MVC Framework il a une manière de fonctionner qui nous permet, lorsqu'on on crée, ça c'est le code Razor, et que on place l'instruction du genre action link, c'est-à-dire c'est comme cette espèce de lien, hyperlink, lien hypertexte. Eh ben, il prend comme paramètre, le premier paramètre c'est le texte, le premier paramètre c'est les noms, les noms qu'on compte donner, c'est les noms apparents qu'on va voir qui est adapté, les noms, et puis ensuite vient action name. Action name, c'est en fait la méthode qui est inclue dans les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est la classe, et action name, c'est la méthode. Donc nous avons la classe contrôleur qui est au-dessus, et qui contient des méthodes à l'intérieur. Donc les méthodes sont action name, et au-dessus, on a contrôleur name. C'est ce principe-là. Vous voyez, la classe qui est là, c'est les contrôleurs. Et puis, bon, ça c'est son constructeur. Il porte pratiquement les mêmes noms, les constructeurs. Et ici, on fait la dépendance injection. Et tout ce qui vient ensuite, ce sont des méthodes. Donc, ce que lui définit comme action name, action result, action name. Et puis, dans la représentation, comme je l'ai dit ici, vous voyez, c'est action link, on a le texte, action name, et puis le contrôleur lui-même. Ça correspond à ce qu'on a lorsque l'application est lancée, et que dans les menus qu'on a, les menus qu'on a au départ, il y a... Attendez, il va afficher, il rame un peu, mais bon, je lance l'application, on va voir comment elle démarre. Ça, c'est la page de départ. Voilà, donc Home, il est là.
Et logistique, il est là. Mhm. C'est le nom que j'ai mis logistique qui apparaît. Mais en fait, la fonction qui s'exécute, c'est index. Et ça, c'est action name. Et ça, c'est contrôleur. Donc, c'est la classe qui contient toutes les méthodes qui vont s'exécuter pour que notre grille puisse s'afficher. Puisqu'ici, c'est index qui va s'afficher. Voilà. C'est index qui est appelé en premier lieu et index est là. Voilà. C'est index qui va s'exécuter et c'est index qui est affiché. Index est affiché lorsqu'on va cliquer sur logistique ici. Vous voyez, c'est la page de départ, c'est index qui s'affiche et on a ceci qui apparaît à l'écran. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'application telle qu'elle se présente. Une dernière chose, c'est peut-être par rapport à la recherche, au bouton recherche. Voilà, il est là. Ce bouton recherche me permet de faire la recherche sur les noms et les prénoms. Son avantage, c'est que si j'ai besoin d'effectuer des opérations par rapport à un opérateur et que je ne les vois pas sur ma grille, à supposer que j'en ai une centaine, donc vous voyez, là ça ne fait que 10. Bon, ça va encore, mais supposer que j'ai une centaine d'enregistrements, ça serait difficile. Si je veux enregistrer les opérations qui ont été effectuées par un opérateur, ce serait facile pour moi de les chercher par... voilà, je les cherche par les noms ou les prénoms, et dès que je les trouve, je vais chercher Joseph. Voilà. Dès que je les trouve, ensuite je peux maintenant effectuer des opérations sur lui. Et voilà, voilà. Il y a déjà des opérations qui ont été effectuées. Si je veux en ajouter, voilà, je vais en ajouter. Je dis, il a travaillé sur 25 palettes. Quel type? Il a utilisé un scanner à main. Dans quelle zone il a travaillé? Il a travaillé dans la zone BPX. Voilà, je crée. Voilà, c'est enregistré aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui le 23 janvier 2011. L'opérateur Joseph Boukassa. Voilà. Sa prestation journalière pour la journée d'aujourd'hui, à la fin de la journée, et qu'est-ce qu'il a utilisé un scanner à la main. On peut modifier, on peut faire énormément de choses. Voilà les détails par rapport à si on retourne par rapport à toutes les opérations qu'on peut faire. Je pense que nous avons fait les tours de tout ce qu'il y avait à voir. C'est vrai que bon, ça paraît quand même assez profond. Il y a énormément de codes, c'est vrai. Bon, on ne peut pas aller au fond de tout ceci parce que bon, je sais pas, on passerait des heures et des heures à en parler. Mais je pense qu'on a quand même survolé ce qui était important. Je vais quand même récapituler grâce à notre présentation, comme je l'ai dit. L'application c'est Warehouse Management System et c'est une application qui enregistre les prestations des employés, des opérateurs dans un entrepôt, et ces enregistrements se font a posteriori, c'est-à-dire à la fin de la journée, et nous nous sommes concentrés essentiellement sur les opérations qui se font par le scannage, parce que dans un entrepôt, il s'est fait un certain nombre d'opérations de manière diverse par des matériels de transport, mais notre application s'est limitée uniquement aux opérations qui se font par le scanner. Nous avons dit que le picking se fait de différentes manières. Il peut se faire manuellement comme l'opérateur le fait ici, et à la fin il va confirmer cette opération directement dans le système. Et ici nous avons à côté un opérateur qui prend, grâce à son scanner manuel, il fait acquisition des barcodes qui sont sur cette palette, et là aussi l'opération s'est fait directement, la prise en compte est faite directement dans le système. Et ici c'est un opérateur qui fait aussi une opération avec un headset, donc c'est aussi une des manières de travailler
pour faire préparer des commandes. On peut le faire aussi par les Pick by Light, on peut le faire également par Visual RF Scanning. Et voilà un peu. Tout ceci, je le répète, a été montré à titre illustratif, puisque notre application n'est pas une sorte de fichier log qui prendrait en compte les opérations en temps réel, non. Les enregistrements se font a posteriori et c'est plutôt les volumes du travail fait par un opérateur après une journée de travail qui est enregistrée. Notre architecture pour cette application, c'est une architecture Domain Driven Development Repository avec Unit of Work. Comme vous le voyez, tout au bas, nous avons SQL Server. Après vient Entity Framework, nos repositories. Et puis l'application qui est au top, qui est au-dessus, qui nous permet de faire nos opérations, c'est une application du type MVC avec des contrôleurs. Les contrôleurs, comme on l'a vu, c'est là où se trouvent les méthodes. Les méthodes qui lancent des opérations pour créer, lire, modifier, supprimer un enregistrement. Et tout ceci est affiché dans les views. Les views, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est l'interface graphique qui est affichée à l'écran avec les markups. Les markups, c'est c'est les contenus. Voilà, c'est tout ceci, c'est les contenus du MVC que lui-même génère. On va voir dans une view. Voilà, c'était celui-là qu'on avait vu. En fait, tout ceci, c'est les markups que MVC crée, que tout ceci est compilé du côté serveur et ce qui est envoyé au navigateur, c'est seulement du HTML. Ça, c'est une extension. On en reparlera plus tard lorsque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, puisque l'avantage de l'architecture que nous avons nous donne la liberté de pouvoir créer tout au-dessus, au top, différents types d'applications. On peut créer une application du type desktop, application pour faire les Web API par exemple, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Web API, c'est pour créer des services, et lorsque les services sont créés, souvent les services génèrent des données du type JSON, et avec JSON on peut communiquer avec n'importe quelle plateforme. Comme vous le voyez ici, ça peut être je sais pas, iOS, Android, sur Mac. Donc ça nous offre énormément de possibilités qui semblent illimitées pour pouvoir communiquer les applications. Donc communiquer avec d'autres applications et d'autres plateformes. C'est ça l'avantage du Web API. Je passe puisque on y reviendra. Voilà un peu ce qu'était l'écran, l'écran d'accueil lorsque l'application démarre. Nous y avons très important la zone de recherche qui nous permet de rechercher un opérateur. Pourquoi? Parce que sur une page, nous ne pouvons avoir que 10 enregistrements. Donc si nous avons une centaine d'enregistrements et que nous voulons effectuer des opérations sur ajouter une adresse, un numéro de téléphone ou enregistrer le volume de travail effectué journalièrement, c'est grâce à cette zone de recherche qu'on va chercher un enregistrement, un employé, et lorsqu'on le trouve, après on peut effectuer les opérations qu'on veut. Et pour créer, voilà, c'était l'écran qu'on a pour pouvoir créer cette fiche signalétique par rapport à un employé. Par rapport à notre application de type MVC, nous avons utilisé Automapper pour pouvoir échanger, faire du mapping entre nos modèles et nos entités. Et MVC lui-même, voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Nous avons ici notre Concat Repository et les contrôleurs sont là. Ce sont les différentes méthodes, je me répète, qui nous permettent d'effectuer des opérations. Ça, c'est pour afficher un enregistrement. Toujours index, insert, ajouter, modifier, supprimer. Et nous avons également utilisé Unity of Work, j'ai survolé et avec lequel nous avons combiné pour pouvoir... nous l'avons combiné avec Repository Pattern pour mettre en place notre application. Voilà un peu ce qu'était cette première présentation de cette application. Bon,
peut-être certains aspects peuvent paraître abstraits, il y a certains éléments qui n'est pas abordés. On verra, et s'il y a des retours ou des questions à me poser, je serai content d'avoir des retours, comme ça on pourra échanger et voir également ce qu'on peut améliorer. Je ne sais pas, bon, puisque de toutes les façons cette application elle est faite avec .NET Framework, mais depuis l'année passée, .NET Framework est devenu obsolète, donc maintenant on parle de .NET Core, hein, .NET Core. Mais Microsoft conseille de programmer avec .NET Core, mais l'ensemble des concepts qu'on a utilisés ici restent encore valables, donc on peut les amener dans .NET Core et pouvoir les utiliser. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que les principes restent les mêmes. C'est peut-être les nouvelles fonctionnalités qui sont dans .NET Core qui offrent d'autres possibilités pour pouvoir travailler. Peut-être, je verrai dans les futurs, si c'est possible, on peut écrire la même application avec .NET Core. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous suivre et j'attends les retours que vous avez par rapport à cela, par rapport à l'application que nous avons présentée. Voilà, je vous remercie beaucoup. D'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine.